Tu crois appartenir à ce monde. En fait, tu viens d'ailleurs. Tu es à cheval entre deux mondes, un monde terrestre, sensible, matériel, et un monde invisible. La preuve, c'est que tu es creusé d'un vide, d'un manque, d'une béance qui s'appelle désir. Attends, on parle de Platon là, on n'est pas censé parler de l'allégorie de la caverne, le monde des idées? On peut, mais on perdra tous ceux qui trouvent ça trop abstrait. Alors que le désir, l'éros comme disent les Grecs, c'est l'expérience la plus marquante et la plus concrète qui soit. C'est pas une théorie, c'est un sentiment. Et si on s'arrête un petit moment sur ce sentiment, on rejoint directement l'intuition fondamentale de Platon. Comme disait Rousseau, tomber amoureux, vous comprendrez Platon. Et c'est quoi cette idée à comprendre? Eh bien, c'est l'idée que tout désir repose sur l'absence de ce qui est désiré. Quand je suis amoureux de quelqu'un, au fond, deux issues sont possibles. Soit elle me reste à jamais inaccessible et mon éros sera éternel, je serai un peu pathétique. Soit, et c'est peut-être plus triste, j'arriverai à mes fins. Et je me rendrai compte au bout d'un moment que mon obsession amoureuse était un peu exagérée, mon éros va se calmer. Ou alors, comme celui de Don Juan, il va se reporter indéfiniment sur d'autres êtres. En fait, c'est terrible, Eros désire toujours ce qu'il possède pas, et il est jamais content. C'est même ce que dit en fait l'étymologie du mot désir. Desiderare, en latin, c'est manquer de l'étoile. C'est être dans la position du marin qui cherche désespérément dans la nuit l'étoile qui pourrait l'orienter. Désirer, c'est manquer, et c'est incompatible avec la possession. Du coup, quel rapport avec Platon et les idées? Eh bien, Platon comprend que le seul désir stable que nous ayons, ce n'est pas le désir de telle ou telle personne, on peut s'en lasser, ce n'est pas le désir de tel corps particulier, non, c'est le désir de quelque chose d'insaisissable, qui affleure à chaque fois dans ces personnes sans s'y réduire, une chose que nous pouvons poursuivre toute notre vie, et cette chose-là, c'est la beauté, l'idée du beau en soi. Voilà ce qui intéresse Platon, et c'est pourquoi dans son texte sur la beauté, l'Hippias majeur, il met dans la bouche de Socrate ces paroles « Je ne te demande pas ce qui est beau, mais ce que c'est que le beau ». Ok, si je résume, on croyait désirer quelqu'un, mais en fait, on n'a désiré que la beauté dans cette personne. En fait, même le plus infidèle des hommes est fidèle toute sa vie à l'idée de beauté. Oui, et certains ont poussé cet amour du beau très très loin et sont devenus artistes. Van Gogh, par exemple, est une figure héroïque de l'idée de la beauté, puisque cette recherche a même supplanté chez lui le désir de reconnaissance. Il n'a vendu qu'une seule toile de son vivant. En ce sens, il peut être rapproché d'autres personnages, d'autres héros, qui ont poursuivi d'autres idées. Tu veux parler des idées du beau, du vrai et du juste. Oui, comme le beau, le vrai, le juste et le bien sont insaisissables et éternellement désirables. On peut passer une vie à les chercher. Un héros du vrai, ça pourrait être Alexandre Solzhenitsyn, qui s'est sacrifié en dénonçant le système des goulags dans un monde soviétique allergique à la vérité. Une héroïne du juste et du bien, ça pourrait être Sophie Scholl, cette étudiante allemande qui a dénoncé le nazisme et a été guillotinée en 1943. Geben Sie doch endlich zu, dass Sie mit Ihrem Bruder zusammen die Flugblätter hergestellt und verteilt haben. Ja. Donc Platon est pas relativiste, on est d'accord. Le beau, le vrai, le bien, le juste, c'est pas subjectif. Bien sûr, on l'a vu dans le cursus 3, et c'est une vérité essentielle pour Platon. Imaginons qu'un sophiste vienne dire à Sophie Scholl « Oui, ce que t'as fait c'est pas mal, mais c'est seulement bien de ton point de vue. » Ça n'a aucun sens. Pour Platon, le désir des idées est universel. Il nous élève et nous oriente. Platon dit dans le banquet « Si la vie vaut la peine d'être vécue, c'est dans ces moments exceptionnels où nous contemplons la beauté absolue. » Et c'est vrai, on sent bien dans ces moments de grâce, ça peut être en écoutant de la musique, en contemplant le ciel la nuit, dans ces rares moments, on sent que le monde prend du sens, que la vie vaut la peine d'être vécue. Tu vois ces moments-là? Ouais, ben c'est ceux-là. On va sérieusement parler de maths après ce moment de pure poésie? Oui, parce que les objets mathématiques, comme les autres idées, sont éternels, immatériels, invisibles. Infiniment désirables? Non, et ils sont en cela d'un rang inférieur. En tout cas, c'est ce que dit Platon dans La République. Mais pourquoi immatériel? Un triangle, je peux le dessiner, c'est bien visible. Non, un vrai triangle, ça n'existe pas dans le monde visible, dans le monde sensible. Un angle droit non plus. Aucun angle du monde ne fait exactement 90 degrés. Il peut s'en approcher indéfiniment, mais l'angle droit parfait se trouve uniquement dans le monde des idées. Voilà pourquoi Platon dit que la meilleure préparation pour devenir adepte de sa philosophie, outre être amoureux, c'est de faire des maths. Platon écrit au fronton de son académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Mais tu dis que les maths parlent pas de la réalité, ça veut dire que les maths sont fictives. En fait, c'est juste un jeu pour sélectionner les étudiants? Non, car comparons les maths à des univers fictifs. Harry Potter, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars... Ces univers ont été inventés par leur auteur.
Il peut subitement transformer les règles du jeu, il peut même faire n'importe quoi et foirer la dernière saison. En maths, c'est impossible. C'est un univers qui a une résistance. On ne fait pas ce qu'on veut. Il y a une vérité qui ne dépend pas de nous. Comme le dit le mathématicien Alan Kohn, on n'invente pas les maths, on les découvre, on explore ce continent. On se heurte à une réalité aussi incontestable que la réalité physique. Un indice de tout ça, c'est la cohérence des mondes. Plus on progresse en maths, plus on voit que l'algèbre, la géométrie, l'analyse ne sont que des faces d'une même réalité. Ces univers communiquent et peuvent s'unifier. Le signe le plus clair et le plus célèbre étant la formule d'Euler, dite parfois la plus belle formule des mathématiques, qui réunit analyse, nombres complexes, géométrie et arithmétique. Voilà ce qui n'arrive pas dans des univers fictifs. C'est donc que les mathématiques existent objectivement, dans un monde un peu spécial, invisible, mais bien réel, le monde des idées. Alors, je résume. Les idées de Platon, c'est le bien, le beau, le vrai, le juste. En dessous, les idées mathématiques. Mais il n'y a pas aussi l'idée du cheval, de la chevalinité en soi, l'idée abstraite du cheval qui se trouve dans chaque cheval. Oui, et c'est là qu'en général, les gens commencent à prendre Platon pour un fou. Mais ce qu'il dit, en fait, est assez simple à comprendre. Si nous n'avions pas d'idée générale, beaucoup de choses nous seraient inaccessibles. Compter, par exemple. Quand on compte des chevaux, on compte en réalité des individus foncièrement différents. Rien n'est identique d'un cheval à l'autre, aucun centimètre carré n'est identique. Pourtant nous les comptons. Comment faisons-nous? Parce qu'on voit l'idée du cheval en eux. Oui, sans ça, on ne pourrait même pas les nommer. On serait comme ce personnage d'une nouvelle de Borges qui s'appelle Irénée Funès. Quand Funès voit un chien, il ne voit pas comme nous le représentant de l'idée du chien. Il a simplement un kaléidoscope de sensations qu'il ne peut associer à aucun autre chien. Tous les chiens sont foncièrement différents pour lui. Il lui était difficile de comprendre que le symbole générique chien embrassa tant d'individus dissemblables et de formes diverses. Cela le gênait que le chien de 3h14 vu de profil eût le même nom que le chien de 3h15 vu de face. En fait, Funès voudrait donner des noms propres, des prénoms à chaque chose qu'il voit, parce qu'il n'arrive pas à saisir leur idée. Mais de ce fait, il est incapable de parler, il est même incapable, dit Borges, de penser. Donc en résumé, apprendre à penser, c'est s'approcher du monde des idées. Oui, à chaque fois qu'on arrive à sortir de l'expérience sensible immédiate et à déceler de l'identique dans la diversité, on fait un pas en avant. Et ce processus ne s'arrête jamais. Contrairement à un médecin, je suis incapable, par exemple, de déceler un organe cancéreux dans une radiographie. Je vois juste une nuée de points. Alors que le médecin, lui, a appris à identifier ce qui est caractéristique pour lui. Il a appris à reconnaître l'idée qui se cache sous la diversité du matériau brut. Mais tout ça, en fait, n'est qu'une préparation. C'est encore beaucoup moins important que d'aboutir aux idées supérieures, qui pour Platon sont le véritable but de toute philosophie et de toute vie. On dit qu'il est un philosophe très religieux, et c'est vrai. Il s'intéresse, en fin de compte, aux liens qui nous unissent aux réalités transcendantes, aux idées du bien, du beau, du vrai et du juste qui donnent du sens à notre vie. Parce que nous ne sommes pas des êtres parfaits, nous n'en voyons que des bribes, mais ces moments sont toujours exceptionnels. Ce sont des moments qu'on pourrait carrément qualifier de divins. Si la vie vaut la peine d'être vécue, c'est dans ces moments où nous contemplons la beauté absolue. À bientôt.